Le Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé dans cette équipe-là, ils auraient été champions d'Europe aussi. On l'a tous critiqué, Luis Enrique, hein. Et moi le premier. Je suis persuadé que si demain tu enlèves Vitinha de l'entrejeu du Paris Saint-Germain, ce qui est sûr, c'est que ça sera plus le même Paris Saint-Germain. Rabiot, faut le garder, absolument. Bennacer, oui, je le garde, oui. Oh, tous les jours, je le garde, Bennacer. Ouais, déjà, 40 millions, je pensais qu'il aurait vendu un peu plus quand même. L'OL, ça reste un grand club français et je le vois pas disparaître comme ça. Non, tu peux pas me poser cette question-là. Salut, c'est Robert Pires. C'est carré. Mon copain, oui, d'abord, je t'écoute. Il y a eu un petit événement dans le football français, là, il n'y a pas longtemps, le 31 mai. Victoire du PSG en Ligue des Champions. Raconte-moi, toi, comment tu as vécu la finale? Alors, j'étais où? Au stade, à Munich, invité par l'UEFA parce que j'ai la chance d'être un des ambassadeurs. Donc on était plusieurs anciens joueurs à être sur place et surtout on a assisté honnêtement à une très belle finale côté parisien, bien sûr, côté interiste, bon, je pense qu'ils vont pas dire la même chose et c'est logique parce qu'ils ont pris une vraie leçon de football que le monde entier a pu voir et a pu constater. Donc je me suis régalé parce que en fait c'était une finale de Champions League, parce que j'étais avec des amis et puis surtout parce que j'ai vu le Paris Saint-Germain, l'équipe de Luis Enrique, développer un très beau football et puis surtout mettre la misère aux Italiens. Donc c'était plutôt intéressant, surtout quand t'aimes le beau football et c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. T'étais supporter du PSG sur ce match? Alors, vas-y, rigole. Tu peux pas me poser cette question-là. Parce que j'ai joué 2 ans à l'Olympique de Marseille. Tu veux que je me fasse flinguer par les supporters de l'OM ou quoi, toi? À la rigueur, je préfère me faire allumer par les supporters du Paris Saint-Germain, ce qui serait normal et logique. Justement, quand je venais, tu vois, au Parc des Princes, entre 98 et 2000, où les gens m'insultaient, bon, bah voilà, c'est normal. Mais là, non. Là, je vais être plutôt côté marseillais et je pense que ça va être plus sympa comme ça. Basile Boli a dit qu'il était pour le PSG, hein. Ouais, bah, même Zizou. Ouais, tant mieux pour eux, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème, aucun souci. Mais disons que, pour être clair avec tout le monde, j'ai aimé la façon dont a joué le Paris Saint-Germain depuis janvier. Où ce match, où ils étaient à la rue, justement, au parc, où ils perdaient 2-0 contre Man City. Puis je sais pas, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu un coup de magie de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. Et victoire au bout contre Man City. Et puis là, la saison, elle est partie et ça a permis au PSG d'être champion d'Europe. Mais c'est ton côté ancien Marseillais qui fait qu'être passé à l'OM, ça fait que tu peux pas être pour le PSG au jour d'aujourd'hui. Exactement, tu as tout compris. Bah, c'est une question de fidélité. Je pense que tous les joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain, en fait, je pense qu'ils vont réagir ou qu'ils réagiraient comme moi. Donc voilà, en tout cas, j'ai aimé la façon dont a joué le Paris Saint-Germain. Je crois que là-dessus, honnêtement, il n'y a rien à dire. Mais le côté marseillais est toujours en moi, bien sûr. Tu vis aujourd'hui dans le centre de Paris. Est-ce que les Parisiens que tu croises au quotidien te tiennent rigueur de ton passé de joueur de l'OM ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais l'autre jour, je suis tombé sur un mec qui m'a dit « Ouais, non, t'as été pas mal à l'Olympique de Marseille. » Mais il me dit « Ouais, je pense que t'aurais été nettement plus fort si t'avais signé au Paris Saint-Germain. » Voilà, c'est des petites histoires entre les supporters parisiens et moi, mais... C'est bon esprit, toi, quand on... Ah oui, non, franchement, c'est bon esprit, là. Après, en plus, c'était marrant. Alors, je sais pas si, à l'époque, si j'avais signé au PSG, j'aurais été meilleur, mais voilà, si tu veux, c'est un choix qu'il fallait que je fasse entre Monaco, le PSG et Marseille, et puis j'ai décidé d'aller du côté de la Canebière, tranquille. Et toi, tu faisais partie de quelle équipe? C'est-à-dire, t'étais comme beaucoup de gens à Marseille qui se disent « Ouah, l'Inter, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas fait leur match, etc. etc. » Ou t'as été emporté par la vague PSG? Je vais être honnête avec toi, j'ai été emporté par la façon dont a joué le Paris Saint-Germain, et surtout comment Luis Enrique il a préparé cette finale. C'est-à-dire qu'il a rien laissé au hasard. Et surtout, il a conditionné tout le monde. Parce que justement, quand t'es en finale, c'est bien, c'est beau. Moi aussi, j'ai eu la chance d'y aller, mais on n'a pas gagné en 2006. Mais quand t'as ton entraîneur qui te conditionne avec des bons mots, avec des bonnes formules, et puis qui croit en toi, et puis qui va sûrement dire aux remplaçants, les gars, soyez prêts, parce qu'à un moment donné, vous allez rentrer et vous allez certainement faire la différence. Et tu vois, c'est une vraie équipe que le Paris Saint-Germain a trouvé, justement. Bon, la personne de Luis Enrique. Mais disons que Paris a été supérieur à l'Inter là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais dans tous les domaines et dans tous les registres, Paris était supérieur à l'Inter. Ouais. Ton Parisien préféré?
Tout le monde, moi je fais partie de ceux qui aiment, mais bon, ça fait très longtemps que je l'aime beaucoup, ce petit Ousmane Dembélé. Parce que c'est pour moi le joueur français le plus complet. Techniquement, peut-être Cherki qui peut rivaliser avec lui, mais sinon, Ous, il est loin. En fait, il a une technique qui est belle, qui est assez fluide, très belle conduite de balle, pied droit, pied gauche. Et puis là, il a franchi un cap parce que il est dans un esprit d'équipe. Alors, il est capable de marquer, mais il est capable de faire des passes décisives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ousmane est rentré dans une catégorie où il fait partie des meilleurs joueurs européens, voire du monde. Mais en tout cas, c'est celui que j'aime beaucoup au Paris Saint-Germain. Et est-ce que c'est pas lui qui a représenté au mieux justement le changement d'état d'esprit au PSG quand on le voit faire le pressing sans cesse? C'est pas sa qualité numéro 1, tu vois? Non, mais t'as raison de le souligner. C'est-à-dire que défensivement, c'est pas sa qualité. Mais disons que, à mon avis, quand t'es avec Luis Enrique, t'es un peu obligé d'écouter et de suivre les ordres qu'on te donne. Parce que c'est lui le chef d'orchestre. Le boss, en fait, c'est Luis Enrique. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, et bien sûr qu'on l'a tous critiqué, et moi le premier, mais disons qu'aujourd'hui, il a été patient, et surtout, les joueurs, et je pense que Ousmane Dembélé en est la preuve, c'est qu'ils sont capables de se faire mal, ils sont capables d'écouter, et puis surtout de se mettre un peu au diapason de leur équipe, parce qu'ils savent pertinemment que pour gagner, ça passera que par l'aspect collectif. Alors après, on le dit souvent, c'est que dans une équipe, tu as toujours des individualités qui vont te faire la différence. Mais Ousmane, aujourd'hui, il a compris et il est sur et moi, je trouve qu'il est sur la très bonne voie. Ousmane, Ballon d'Or? Moi, je ne suis pas fan du Ballon d'Or. Si aujourd'hui, je devais voter, oui, je voterais pour Ousmane Dembélé pour qu'il obtienne le Ballon d'Or. Parce que depuis janvier, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que c'est un peu la référence. C'est lui qui a montré l'exemple, voilà. Déjà pour lui-même, pour son entraîneur, et puis aussi pour le reste de l'équipe. Parce que quand tu as un leader comme lui, où tu vois que tu dis, putain, le mec, il est capable de changer, de changer son registre, il est capable de se faire mal parce qu'il faut défendre sur 20, 25 ou 30 mètres. Tout le monde, après, tu sais, quand t'es jeune, les autres, ils vont regarder. Et puis ils vont dire, attends, mais si lui, il le fait, si lui, il est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire. Et puis voilà, c'est un enchaînement collectif, et ce qui fait que Ousmane en est un très bel exemple. Avec Kylian Mbappé dans l'équipe du PSG, le PSG aurait été champion d'Europe, selon toi? Oui, mais en changeant d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut, collectivement, il faut faire les efforts. Il faut se faire mal. S'il faut aller jouer côté gauche, il faut aller jouer côté gauche. S'il faut aller jouer à droite, il faut aller à droite. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, personnellement, moi, je le préfère quand il est sur le côté gauche. Alors, côté gauche, bien sûr, ça demande d'autres aspects sur le terrain. Peut-être défensivement. C'est vrai que sur ce domaine-là, et moi aussi, c'était pas mon point fort, mais quand il s'agit d'esprit collectif, quand il s'agit d'aller chercher un trophée comme celui de la Champions League, à un moment donné, il faut que tu sois capable de faire les efforts. Donc, s'il est capable de faire les efforts, et je suis persuadé qu'il en est capable, donc oui, le Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé dans cette équipe-là, ils ont été champions d'Europe aussi. Simple coïncidence ou lien de cause à effet, dès le départ de Mbappé du PSG, le PSG devient une équipe. Une vraie équipe, au sens noble du terme. Et dès son arrivée au Real, Madrid perd son esprit d'équipe. Hasard ou lien de cause à conséquence? C'est une très bonne question. Très, très bonne. Moi, j'ai du mal à croire quand même qu'un seul joueur il puisse faire chavirer une équipe. Moi, je suis pas entraîneur. C'est compliqué. On parle quand même d'un des meilleurs joueurs en Europe. Puis surtout, il a déjà gagné avec Monaco, il a gagné avec l'équipe de France, enfin, ils sont champions du monde. Donc, après peut-être qu'il a voulu, je sais pas, instaurer quelque chose qui, comme le fait d'être un vrai leader. Parce que quand tu veux faire ça, tu peux inconsciemment peut-être déstabiliser ton vestiaire.
Et peut-être que c'est ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain. Alors attention, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sur l'analyse que je pourrais faire, peut-être que c'est ce qui ne plaisait pas à Luis Enrique. Et qui s'est dit, voilà, aujourd'hui, Kylian Mbappé a décidé de partir, je vais construire une autre équipe à ma façon, à ma sauce. Au début, rappelle-toi, au début, on l'a tous critiqué, Luis Enrique. Et moi le premier, parce qu'on ne comprenait pas. Mais bon, c'est un entraîneur qui sait où il va avec ses désirs aussi, avec ses envies, et puis surtout avec ses ambitions. Donc, Kylian Mbappé a décidé de partir au Real Madrid, le PSG gagne, le Real ne gagne rien. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, mais je suis persuadé que pour la saison prochaine, le Real, avec Kylian Mbappé, gagnera des trophées, ça c'est sûr. Toi, en 20 ans de professionnalisme, 20 ans de vestiaire, t'as vu à quel point l'équilibre d'un vestiaire est fragile. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que parfois, un joueur, surtout du standing de Kylian Mbappé, peut, pourquoi pas, déstabiliser un vestiaire. Mais à ce moment-là, celui qui doit reprendre les choses en main, c'est l'entraîneur. Quand le fait que tu aies, je sais pas, Vinicius, Mbappé, Bellingham, ça puisse être difficilement gérable. Je dis ça parce qu'en fait, le Real n'a pas gagné. Enfin, n'a rien gagné. Et c'est peut-être pour ça que Carlo Ancelotti n'a pas réussi sa mission et qu'il a décidé justement de partir. Parce que peut-être que quand tu gères des joueurs comme ça, avec un ego qui est aussi fort, avec aussi beaucoup d'exigences, même si tu t'appelles Carlo Ancelotti, c'est pas si évident que ça à gérer. Quand on est sur le toit du monde, comment on fait pour se remobiliser ? Est-ce que tu les vois rester en haut de la vague ou est-ce que tu as peur pour eux d'une petite décompression ? Très honnêtement, avec ce qui s'est passé depuis janvier, avec l'exigence de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain va rester en haut de la vague. Ouais. Oui, parce que ils sont tous conditionnés à réussir et à marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Ils sont prêts à écrire une nouvelle histoire, une nouvelle étape pour ce club. Et bon, ils l'ont réussi parce qu'ils sont champions d'Europe en titre. Maintenant, pour le Paris Saint-Germain, le plus important, et je pense que pour eux c'est faisable, c'est-à-dire qu'il faut garder les joueurs. À partir du moment où tu es capable de garder tes joueurs, même tes meilleurs joueurs, parce qu'il y a certains qui vont être courtisés, c'est normal. Je pense peut-être au petit Vitinha. Mais si tu es capable apparemment L'Oréal serait intéressé. C'est normal. Aujourd'hui, si tu enlèves Vitinha du Paris Saint-Germain, c'est plus en tout cas, je reste persuadé que... Alors, on parle toujours des mêmes, c'est normal, tu vois, de Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hakimi, Nuno Mendes. Mais moi, je suis persuadé que si demain, tu enlèves Vitinha de l'entrejeu du Paris Saint-Germain, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera plus le même Paris Saint-Germain, parce que c'est un joueur qui t'amène, déjà, par sa technique, il est incroyable. C'est un joueur qui est toujours disponible, qui te rend le football et le jeu facile et simple. Et puis surtout, ce que j'aime chez lui, c'est aussi la technique, mais aussi le volume de jeu qu'il a. Parce que c'est-à-dire qu'il va faire un contrôle, il va te faire la passe, et de suite, il va te donner une solution. Donc, pour moi, le joueur le plus important dans le jeu, dans le cœur du jeu du Paris Saint-Germain, c'est Vitinha. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de le garder ? Je pense que oui. Mais si demain il devait partir, ce ne serait plus la même histoire. Ouais. Par rapport à une année traditionnelle, normalement, tu as gagné avec des champions, tu as tout l'été pour en profiter, tranquille, etc., etc. Là, que nenni, quelques semaines après, Coupe du Monde des clubs. Donc d'abord, ça va, c'est à côté. Ouais, c'est juste à côté. Oui. C'est vraiment à peine à une petite douzaine d'heures d'avion, quoi. Enfin, que dalle. Est-ce que tu es séduit par ce format ? Est-ce que tu es séduit par cette compète ou pas ? Je vais te dire non, parce que je pense aux joueurs, je pense à leur santé, et qu'à un moment donné, il faut se reposer. Surtout quand tu fais une saison, et une belle saison comme celle du Paris Saint-Germain, où tu as été sur tous les fronts, tu as fait toutes les finales que tu pouvais faire. Et là, il faut réenchaîner. En plus, ils sont partis à Los Angeles, donc c'est pas à côté. Donc c'est un voyage qui est hyper long, qui va être hyper fatigant. Après, c'est une compétition qui est instaurée par la FIFA. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus, mais disons que encore une fois, c'est toujours le même souci, et c'est le même débat, et c'est le même problème. C'est qu'on t'invente des compétitions, mais à aucun moment on demande l'avis des joueurs, quoi. On fait ci, on fait ça, on s'en fout. En gros, on s'en fout. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont payés pour ça.
Mais le problème, c'est que si tu as 2, 3, 4 blessés sur cette compétition, ce que je ne souhaite pas, mais ça posera problème pour la suite, ça c'est sûr. Et ton favori, toi, c'est qui à la Coupe du Monde des clubs? Je sais pas, parce que je sais même pas si je vais regarder déjà. Je vais être honnête avec toi. Je vais sûrement regarder des bouts de match. Je vais te dire que le Paris Saint-Germain est l'un des favoris pour gagner cette compétition. Après, tu as des équipes comme, je sais pas, comme le Bayern qui seront là. Mais les Parisiens, pour moi, font partie des favoris. Ouais. Est-ce qu'il y a des équipes que tu as envie de voir? Est-ce qu'il y a des équipes qui t'excitent? Des équipes qu'on ne voit pas souvent, à l'image, je sais pas, de Boca Juniors. Alors, je dis ça parce que le président, c'est mon ami avec qui j'ai joué à Villarreal, c'est Juan Riquelme. Mais disons que, après, ouais, je suis d'accord que sur le concept, c'est intéressant parce que tu vas voir des équipes que tu n'as pas l'habitude de voir, un peu comme tous les Brésiliens. Mais après, moi, je reste un peu sur ma réserve parce qu'en fait, je pense toujours aux joueurs. Et à la santé. Après, est-ce que le niveau va être aussi bon et aussi fort de ce que l'on a vu sur les derniers matchs de Champions League, tu vois, en termes d'intensité? Je suis pas sûr. Non. Un petit mot sur Riquelme, parce que Riquelme, c'est une légende des légendes qui n'est pas si connue que ça. Il n'y a que les passionnés de ballon en France qui connaissent vraiment bien Riquelme. Parce que toi, tu as joué avec lui à Villarreal. Riquelme par Pires, ça donne quoi? Riquelme, techniquement, c'est très fort. Je me suis régalé à jouer avec lui, surtout en termes de contrôle et surtout la qualité de passe qu'il avait, elle était incroyable. Alors pour ça, il faut une certaine vision, il faut voir avant tout le monde, il faut aller vite entre le moment où tu reçois et au moment où tu le donnes. Et où il était très bon, Riquelme, Roman, c'était surtout sur la passe. Pour les jeunes qui ne connaissent pas Riquelme, je les invite à aller regarder quelques vidéos de lui parce que il était très bon, mais aussi il était très doué sur les coups francs. Il a mis des merveilles de coups francs. Personnellement, encore une fois, c'était un régal d'être avec lui à Villarreal. Certains amateurs disent même que c'est encore plus un artiste que Zidane ou autre. Toi qui as joué avec les deux. Alors moi, si tu veux, j'ai vraiment moi, je suis un mec, un joueur. Enfin, je suis un mec qui est hyper privilégié, quoi. Parce que j'ai joué durant ma carrière avec Zidane, Bergkamp, Riquelme. Si tu veux, en termes de technique, c'est pas mal. C'est même très fort, les trois. Est-ce que Riquelme est plus fort que Zizou? Non, je pense pas. Non, parce que là, Zizou, non, c'est du très haut niveau. C'est de la haute voltige avec Zizou. Mais disons que Riquelme, attention. Ouais, pas mal. Encore une fois, je me répète, mais je me suis régalé à être avec lui. Ouais. T'en as bouffé du caviar. Ouais, j'en ai mangé du caviar avec Riquelme, Bergkamp et Zizou. Donc c'est pour ça que je te dis que je suis assez privilégié quand même. À la louche le caviar. Exactement. À la louche. Un petit mot sur l'été de l'OM. L'OM qui va parler anglais de plus en plus, là, avec l'officialisation de l'arrivée d'Angel Gomez, avec l'arrivée aussi du défenseur central Evan Riley de Burnley. Un petit jeune. Pour toi, les priorités de recrutement, c'est quoi? Qu'est-ce que l'OM doit changer pour progresser? Non, qu'est-ce que l'OM doit changer pour progresser? Comment progresser pour l'OM cet été? Non, je dirais pas changer, mais ajouter des joueurs. Non, changer, elle a réussi, une belle saison. Hein. Ils ont fini 2e du championnat. Bon, après, c'est dur de rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais disons que tu finis 2e, tu vas directement en Ligue des Champions. Tu as un nouveau projet qui va certainement plaire à des joueurs. Donc, rajouter des joueurs, de la qualité technique, surtout au milieu de terrain, je crois que ça c'est important et c'est primordial pour l'Olympique de Marseille. Surtout. C'est pas déjà ce qui est le plus fort là, le milieu de terrain? Ouais, mais il faut en rajouter toujours. Moi, je pense que plus tu as de joueurs techniques au cœur du jeu, plus l'équipe elle sera bonne, parce que sur une saison, avec toutes les compétitions, ça va être dur, tu vois, pour les joueurs de pouvoir jouer comme ça tous les matchs, les uns après les autres. Donc, plus tu as de joueurs techniques, et moi je pense que mieux l'Olympique de Marseille se portera. Ouais. Angel Gomez, t'es content pour l'OM? Oui, ça va. Sans plus. Non, mais c'est bien. Il va apporter de la fraîcheur, du dynamisme.
Et c'est ce dont a besoin l'Olympique de Marseille. Après, s'ils ont décidé d'aller sur ce joueur-là, c'est parce qu'ils estiment, que ce soit en termes de la présidence ou de l'entraîneur de Zerbi, que ce joueur-là va apporter un petit plus à l'Olympique de Marseille. Donc c'est un joueur intéressant et je pense que après, ce qui est dur avec Marseille, attention, et je suis bien placé pour le savoir, c'est l'adaptation. L'environnement de Marseille, il n'est pas facile, mais je peux te dire que quand ça a réussi, quand ça fonctionne bien, ouais, quand tu rentres dans le Vélodrome, c'est pas mal. Aymeric Laporte à l'OM, t'y crois? Aymeric Laporte à l'Olympique de Marseille. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Alors après, je ne sais pas quelles seront les exigences en termes de salaire, mais disons que, parce que c'est un joueur qui est important quand même, mais disons que ouais, il peut être intéressant en termes de stabilité, sur l'aspect défensif, il pourrait t'apporter un petit plus et surtout beaucoup d'expérience. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Benasser, tu gardes? Benasser, oui, je garde, oui. Pouah. Tous les jours, je le garde, Benasser. Ah ouais, bah oui, mais après, c'est le style de joueur que j'aime. Là, tu me parles d'un joueur technique. Bah ouais, non, je vais pas dire régaleur, mais c'est un joueur qui techniquement va apporter quelque chose, va te déclencher des situations. Et il faut. Ouais, non, bien sûr, il faut le garder, ouais, Benasser. Ton chouchou, c'est qui à l'OM? Mon chouchou à l'OM? Ah, c'est une bonne question. Greenwood. Yes. Oh. Très bon, très fluide. Bon, parfois un peu nonchalant, parfois un peu je m'en fous, ou je choisis un peu mes matchs, mais il est intéressant, ouais. Il est pas mal. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Et je trouve qu'il a fait du bien à l'Olympique de Marseille. Il a mis des buts hyper importants pour Marseille. Est-ce qu'il y a un joueur que tu cibles qu'il faut absolument pas perdre pour l'OM? Rabiot. Faut le garder, absolument. Parce qu'il sait tout faire. Et surtout dans ce rôle-là, dans ce registre-là, techniquement, c'est bon, c'est propre. Physiquement, volume de jeu, c'est propre aussi. Tu peux compter sur lui. C'est un soldat sur qui tu peux compter. Et je pense que De Zerbi sait qu'il peut compter sur lui. Donc, ouais, Rabiot, je garde. Un petit mot sur l'OL, parce que là, on est un peu dans l'expectative concernant l'Olympique lyonnais cet été. On rappelle qu'ils viennent de vendre Ryan Cherki 40 millions, donc ça fait un petit peu de bien. Est-ce que tu es inquiet pour l'OL? Ouais, déjà 40 millions, je pensais qu'il l'aurait vendu un peu plus quand même. Moi, j'aurais mis un peu plus parce que c'est un vrai joueur de football. Ouais. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que techniquement, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, mais pour moi, c'est le plus important. Quand je parle d'un joueur de foot, c'est la première chose que je regarde. Et Ryan Cherki, techniquement, il est très fort, c'est très doué. 40 millions, ouais, c'est un beau cadeau de Man City parce qu'ils s'en sortent vraiment bien. Moi, je pensais qu'ils allaient le vendre un peu plus cher. Bon, après, ça, c'est pas mes histoires, mais disons que non, je suis pas inquiet pour l'OL parce que ça fait des années que ils sont un peu comme ça sur la sellette. On leur tire dessus. En tout cas, ils vont s'en sortir parce que là, c'est avec la vente de Cherki, ça va leur faire du bien. Et à mon avis, ils vont redresser la barre et puis surtout remettre les compteurs à zéro. Et c'est un peu l'objectif de l'OL. Mais non, l'OL, ça reste un grand club français et je ne le vois pas disparaître comme ça, non. Et sportivement, est-ce que tu es inquiet pour cette saison? Parce qu'ils ont quand même fait une saison un peu particulière et qu'ils perdent deux de leurs meilleurs joueurs, c'est-à-dire Ryan Cherki et Alexandre Lacazette. Bah, tu l'as dit, l'OL perd deux très bons joueurs dans l'effectif qui a apporté toujours un plus. Alors tu as Alex Lacazette, le capitaine, le buteur. Aujourd'hui, son aventure avec l'OL, elle s'arrête là. Cherki, il a été vendu, 40 millions à Man City. Maintenant, à l'OL et à tous ces scouts d'aller recruter et d'aller chercher des joueurs qui seraient capables ou susceptibles de faire du bien dans le jeu. Après, tu sais très bien que moi que de remplacer Lacazette, Cherki, c'est pas facile, c'est pas évident. Surtout que le marché aujourd'hui, il est pas si évident que ça. Mais on parle d'un des plus grands clubs français. Et si tu veux, non, je suis pas inquiet pour l'Olympique Lyonnais, non, pas du tout même. Cherki à City, ouais. T'y crois? T'es confiant pour lui? Tu te dis c'est chaud? Tu te dis c'est une chance avec Guardiola? Non, c'est très bien.
Non, Cherki à Man City, c'est très bien. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour lui. Parce qu'il rejoint l'un des plus grands clubs anglais. Il va s'entraîner au quotidien avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde, en la personne de Pep Guardiola, et puis surtout avec les joueurs qu'il va y avoir autour de lui. Ce qui est bien, c'est que déjà il est fort, mais il peut devenir encore plus fort, parce que il va emmagasiner beaucoup plus d'expérience. Le fait de changer de championnat, de pays, ça va lui faire du bien. Alors attention, hein, l'Angleterre c'est dur, je te préviens. Rien, c'est rude. C'est pas facile. Il va se faire soulever parce que les joueurs techniques, c'est ce qui se passe à chaque fois. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'il va réussir parce que généralement, les joueurs qui sont entraînés par Pep Guardiola, ils réussissent à développer leur jeu, mais aussi à s'améliorer. Et puis moi, je suis confiant pour Cherki avec Man City. Ouais. Aucun problème. Ça roule. Toi, tu crois qu'il peut aller jusqu'où, Ryan ? Il peut aller loin. Ouais. Il peut aller loin parce que déjà, c'est un passionné de football. Il aime ça, ça se voit. Je l'ai vu sur certaines séances vidéo. Tu vois qu'à la fin d'une séance, il reste, il veut travailler devant le but, pied droit, pied gauche, finition. Et donc ça veut dire que déjà, il est dans le bon tempo, puis qu'il est en mode professionnel et que je vais réussir. Et en tout cas, c'est bien pour lui, parce que là, c'est une prochaine étape. Il était dans un grand club français, Lyon. Là, il franchit une autre étape, c'est Man City. Et encore une fois, je suis convaincu qu'il va réussir. Il faut garder Tolisso à tout prix à l'OL ? Oui, il faut le garder, Tolisso. Oui, parce que dans le cœur du jeu, quand un joueur comme lui, comme Tolisso, ouais, c'est important, parce que c'est un peu le régulateur. Techniquement, c'est beau, c'est propre aussi. Et puis surtout, c'est un joueur sur qui tu peux, enfin je pense, sur qui tu peux compter. La preuve, c'est qu'il a fait pratiquement tous les matchs. Il a toujours été bon, il a toujours été régulier, donc Tolisso, moi je le garde. La belle histoire, c'est Metz qui remonte. Oui. Ça a dû te faire plaisir. Raconte-moi un petit peu comment tu as vécu. Compliqué. Dis-moi. Compliqué. Reims-Metz. Je savais que j'allais être content pour un et je savais que j'allais pleurer pour l'autre. Reims parce que je suis né là-bas, parce que j'ai été formé au stade de Reims, parce que je connais très bien ce club, je connais bien Jean-Pierre Caillot. Et puis Metz, c'est là où j'ai signé professionnel, c'est là où j'ai joué 6 ans avec les pros, avec Joël Muller, avec Carlo Molinari. Donc c'était une soirée un peu, personnellement, un peu bizarre, vraiment. Content d'un côté et triste de l'autre, parce que je savais qu'il y en a un qui allait pleurer. Et là, ce soir-là, c'est le stade de Reims qui pleure, enfin qui a pleuré, et qui repart dans un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire c'est la Ligue 2, et puis surtout, il faut rebâtir, il faut reconstruire. Et de l'autre côté, t'as Metz, qui remonte parmi les plus grands, c'est dans l'élite. Maintenant, au président Bernard Serin, voilà, d'investir, parce que c'est ce qui va être compliqué, de trouver des joueurs, et puis surtout de trouver une certaine stabilité, parce que malheureusement, avec mon club, le FC Metz, c'est un peu le yo-yo, quoi, tu vois. Donc je monte, je descends, je monte, je descends. Alors, c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis que c'est quand même fort de pouvoir le réaliser comme ça en l'espace d'un an. Mais c'est vrai que pour les supporters, d'avoir un peu de stabilité, de rester quelques années en Ligue 1, je pense que ça serait bien. Et surtout, ça serait moins stressant pour tout le monde, ouais. Il y a eu la belle histoire aussi du capitaine du FC Metz, Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, ouais. Qui met le but qui fait la différence après 4 ruptures des ligaments croisés. Histoire incroyable. C'est le capitaine du FC Metz. C'est l'exemple. Et c'est vrai que, en fait, ce qui est bien quand tu es entraîneur et quand tu as un joueur comme Mathieu Hudol, c'est que, en fait, tu peux aller à la guerre, entre guillemets, bien sûr. C'est-à-dire que tu peux aller te battre sur le terrain avec n'importe qui. Et c'est vrai que lui, pour tout le monde, a donné le bon exemple. Et c'est lui qui a remis Metz sur de bons rails, justement, là-bas, au stade Auguste Delaune. Et après, ça a permis à Metz d'enchaîner sur la victoire. Donc, voilà, c'est une très belle histoire, parce que tu l'as dit, beaucoup d'opérations du genou. Et puis, en fait,
en fait, tu t'aperçois qu'avec la persévérance, la volonté, tu reviens. Et lui, par rapport à ça, c'est un très très bon exemple. Petit mot sur Arsenal, parce que pour rigoler un coup, la dernière fois qu'Arsenal a été champion... Pour rigoler, il a dit. Oui. T'étais dans l'équipe, tu vois. Ouais, il y a quelques années, j'étais... Hein. Ah oui, je suis plus tout jeune. Hein. 2004. Qu'est-ce qui te fait y croire pour cette saison avec Arsenal? Parce qu'on y croit, mais ça gagne pas, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, je serai toujours supporter des clubs là où j'ai joué. Alors, Arsenal, c'est particulier parce que c'est là où j'ai certainement atteint le plus haut sommet durant ma carrière. Mais après, un peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je suis assez triste qu'Arsenal ne gagne rien, encore une fois. Ils n'ont vraiment pas de chance parce que sur les 3 dernières années, ils sont tombés sur un grand Man City qui a été champion. Et cette année-là, où ils sont très bons aussi, le problème, c'est qu'il y a encore meilleur qu'eux, en la personne de Liverpool, et qui est champion à la fin de la saison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Être plus régulier et gagner tous les matchs. C'est ce qu'a fait Liverpool, et c'est ce que n'a pas fait Arsenal avec des pertes de points à domicile contre des équipes, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, plus faibles qu'Arsenal. Et c'est là. Beaucoup de blessures aussi. Bon, il y a eu beaucoup de blessures, mais quand t'es Arsenal, quand t'as un effectif comme celui-ci, normalement, tu devrais avoir presque 2 équipes. Et c'est ce qui s'est passé entre Liverpool et Arsenal, c'est-à-dire que, alors oui, peut-être que tu as les blessures, mais moi je trouve que c'est dans le jeu, sur certains matchs, quand tu perds des points, c'est là où justement tu perds le championnat. Pour finir, raconte-nous un peu à quoi elle ressemble ta vie aujourd'hui. Parce qu'on t'a beaucoup suivi sur les terrains, tu nous as fait kiffer avec tes pieds en canard, avec ta technique. On comprenait pas comment t'avançais, mais t'étais pas si lent que ça non plus. Attention, j'étais un faux lent. Ouais, c'est ça. J'allais vite avec le ballon, attention. Mais par contre, on rigolait bien quand tu courais. Oui, merci. C'est gentil, merci. Ouais. Ah, tu te foutais de ma gueule, ok, d'accord. Bon, ça tombe bien, comme beaucoup de gens, t'inquiète pas. Les gens ils disent, mais comment il fait pour courir comme ça, lui? Ouais, mais il courait vite en fait, malgré les apparences. Ça va. Non, sérieux, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Ma vie, à quoi elle ressemble? Déjà, je suis très content, je suis en bonne santé déjà, ça c'est hyper important. Retour à Paris. Est-ce que je vais rester? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le boulot et surtout avec Canal+, ça se passe très bien. Consultant pour la Première Ligue, de temps en temps de la Champions League. Et puis à côté de ça, je fais beaucoup de matchs caritatifs. À droite, à gauche, avec le Variété, avec le CIF, avec France 98. Je fais quelques tournois de paddle aussi, donc voilà. Je garde la forme et en tout cas, je suis assez heureux et encore une fois, je l'ai été quand je jouais, c'est-à-dire j'étais assez privilégié et là je le suis encore dans un autre mode de fonctionnement, mais tout va très bien, je te remercie. Tu fais la transition parce que c'est pas si facile. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui ont réalisé leurs rêves, qui sont professionnels. Tu vois, leur rêve, c'était d'être professionnel, d'être des grands joueurs, etc. Et dont la vie quotidienne n'est pas si facile. Enfin, tu vois, qui ont assez de mal, qui ont du mal à être heureux, etc., etc. Toi, est-ce que tu dirais que tu es heureux aujourd'hui? Et est-ce que tu dirais que tu es encore plus heureux en comparaison, en tout cas, avec quand tu étais en carrière? Comment tu dirais? Comment je considère la transition? Je vais te dire honnêtement, c'est que quand je jouais, j'étais très heureux parce que en fait, j'ai joué pendant 19 ans au plus haut niveau, chez les professionnels. En plus, cette chance d'être à chaque fois parmi l'élite. J'ai joué pour l'équipe de France. Donc ça, champion du monde, champion d'Europe, pour ceux qui connaissent pas Romy, enfin ça va, on le connaît. Champion du monde, champion d'Europe. C'est pas moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Champion d'Angleterre, enfin tu vois. Mais disons que failli être champion de France. Je faillis avec Metz et dernière journée. Dernière journée avec Metz et Marseille aussi l'année d'après. Ouais. Mais disons que non, tu peux pas comparer parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire quand j'étais professionnel et j'ai tout mis pour réussir. Enfin, j'ai tout fait aussi pour réussir. C'est pas facile de rester 19 ans au plus haut niveau. Et c'est pour ça, honnêtement, je suis assez fier de ce que j'ai pu faire. Là, c'est une autre étape de ma vie. Mais en tout cas, je suis heureux dans ce que je fais. Alors, bien sûr, merci aux médias.
Merci surtout, et j'oublie pas, une personne qui a été importante pour moi en 2012, c'est Charles Bietri. Parce que c'est lui qui m'a lancé dans les médias, c'est lui qui m'a dit tiens, je te donne cette opportunité-là, maintenant à toi de la saisir. Je pense que je l'ai saisie parce que je suis encore là chez Canal+. Mais disons que Charles Bietri a été très très important pour moi. Il m'a permis de me lancer dans une autre carrière. Et aujourd'hui, écoute, ça se passe bien, je te l'ai dit. Je suis même ambassadeur d'Arsenal, je suis ambassadeur de l'UEFA. Je travaille aussi avec la marque Puma. Donc voilà, enfin, honnêtement, ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien un mec qui peut pas se plaindre, c'est moi. Ça, c'est sûr. T'as la réputation d'être l'un des joueurs ou l'un des anciens joueurs les plus gentils, ce que je confirme, et t'as réussi à t'embrouiller lors d'un match de bienfaisance. Alors que tu t'es pas embrouillé pendant 20 ans de carrière, t'as réussi à t'embrouiller sur un match de bienfaisance contre un ex-international grec. J'ai adoré cette image. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Alors, si t'as adoré, ça me fait plaisir, parce que tous mes potes aussi ont adoré. Ils ont kiffé un peu la même réaction que toi, c'est-à-dire que pendant 19 ans, je me suis pratiquement jamais embrouillé sur un terrain. Peut-être une fois avec Wayne Rooney sur un Arsenal Man United, mais bon, bah, ça c'était la normal. C'était Verdun. Ou même avec Gary Neville, mais bon, ça c'était normal et logique. Ou même les matchs contre Tottenham. On fait un match caritatif en Grèce pour honorer les champions 2004. Nous, on a fait le déplacement et puis bon, bah voilà, il a commencé à embrouiller l'arbitre, il a commencé à embrouiller d'autres joueurs. Et puis j'ai essayé de lui faire un petit pont, j'ai pas réussi, j'ai perdu le ballon, j'ai voulu le rattraper, on est tombés tous les deux au sol et puis bon voilà, on a commencé à s'embrouiller, à s'insulter en mode anglaise. Et puis bon, à un moment donné, je lui mets un petit coup d'épaule, je repars, et là il me met une gifle derrière. Et là je dis non, c'est pas possible, ça le traître. Et là l'embrouille, elle est partie. Donc voilà, comme d'habitude, des bonnes petites insultes sur le terrain. Mais bon, ce qu'il faut dire, et ça n'a pas été vu, c'est qu'il est venu s'excuser juste avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Donc voilà, embrouille, terminé. Ça reste sur le terrain. Ça reste sur le terrain, exactement. Ouais. Après, en dehors, c'est autre chose, mais sur le terrain, ouais, on s'est serré la main, on a rediscuté, mais bon voilà, ça fait partie du jeu, et lui il aime gagner, j'aime gagner, bon là c'est l'esprit compétiteur qu'on a toujours en nous, et qui ne partira jamais.